Ma belle-mère m'a mise à la porte à 18 ans, 2 jours après la mort de mon père. Le lendemain, plusieurs SUV se sont garés devant sa maison. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et laissez aussi un commentaire ci-dessous. Quelle est la leçon de vie que, selon vous, tout le monde devrait apprendre avant qu'il ne soit trop tard? Partagez vos pensées. Merci. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Et honnêtement, mon père a fait de son mieux après ça. Vraiment. Il préparait des pancakes aux pépites de chocolat tous les dimanches matins, glissait des mots d'encouragement dans mon sac à dos, et je le surprenais parfois à pleurer dans le garage quand il pensait que je ne le voyais pas. Papa était anéanti par la perte de maman, mais il était toujours mon père, vous voyez. C'est là que Linda est entrée dans nos vies. J'avais 14 ans quand elle est apparue à notre porte avec son rouge à lèvres écarlates et ses sourires forcés qui n'atteignaient jamais ses yeux quand elle me regardait. Papa pensait qu'elle était cette femme incroyable et attentionnée. Et pour être juste, elle jouait parfaitement son rôle pour lui. Mais je voyais clair dans son jeu. Sa gentillesse venait toujours avec des conditions, et bizarrement, je n'y avais jamais droit. Pourtant, j'ai essayé de le soutenir. Papa méritait le bonheur après tout ce qu'il avait traversé avec le cancer de maman. Il avait gagné le droit de sourire à nouveau. Quand papa s'est effondré suite à une crise cardiaque foudroyante 5 ans plus tard, j'ai eu l'impression que mon monde entier s'écroulait en un instant. Aucun signe avant-coureur, aucune chance de dire au revoir, juste parti. J'avais 19 ans, je venais de finir le lycée, et je commençais à peine à comprendre les trucs de base de la vie d'adulte, comme prendre mes propres rendez-vous chez le médecin. Et soudain, j'étais complètement seul. Je n'avais même pas eu le temps de réaliser que c'était mon anniversaire la semaine d'avant, car nous étions en train d'organiser les funérailles de papa. La cérémonie funéraire n'était même pas terminée que Linda a commencé à me traiter comme une invitée indésirable dans ma propre maison d'enfance. Elle se déplaçait dans la maison comme si chaque centimètre lui appartenait, jetant les magazines de sport de papa et remplaçant nos photos de famille par sa collection personnelle. Je l'ai surprise un après-midi en train de littéralement frotter le nom de papa sur notre boîte aux lettres avec de la paille de fer. Quand elle a remarqué que je la regardais depuis la fenêtre, elle n'a même pas eu la décence d'avoir l'air embarrassée. Elle a juste rincé la brosse dans son seau d'eau savonneuse et a continué. Molly, dit-elle, sa voix tranchante comme du verre brisé, tu ne fais plus vraiment partie de la famille, n'est-ce pas? Il est temps de te trouver ton propre chez toi. Je n'ai pas discuté avec elle. À quoi bon? Alors j'ai emballé tout ce que je possédais dans 2 sacs de sport. Quelques paires de jeans, des t-shirts, mes baskets Converse usées, des articles de toilette, et ma guitare acoustique, celle que papa m'avait achetée pour mes 16 ans. En passant devant le placard à manteaux, j'ai vu la vieille veste des Yankees de papa, toujours accrochée là, et je n'ai pas pu me résoudre à la toucher. Pas encore. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé de ma meilleure amie Sarah, dans son appartement près du centre-ville de Denver. Bien sûr que tu peux rester ici, Molly, a dit Sarah sans hésitation. Mikasa et Sukasa, n'est-ce pas? Elle m'a laissé une couverture douillette et une bouteille d'eau sur la table basse. Nous n'avions pas besoin d'en parler. Elle comprenait ce que je traversais. Je suis resté allongé là, à fixer le ventilateur de plafond, les mains pressées contre ma poitrine pour ne pas m'effondrer complètement. Le chagrin n'était pas bruyant ou dramatique. Il était lourd, comme si je portais des blocs de béton dans ma cage thoracique. Mais avant de fermer les yeux, j'ai passé un coup de fil à la sœur aînée de papa, tante Rebecca. Elle a répondu à la 2e sonnerie et a poussé tous les cris de surprise appropriés pendant que je lui racontais tout. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit, je déversais un flot de paroles entre 2 sanglots, mais je me souviens du long silence à l'autre bout du fil. C'était le genre de silence qui vous enveloppe quand quelqu'un écoute vraiment, pas seulement en attendant son tour de parler. Finalement, elle a pris la parole. Je m'en occupe, ma chérie, dit-elle fermement. Es-tu en sécurité chez Sarah, ou dois-je venir te chercher ce soir? Je vais bien ici. Ai-je réussi à dire? Mais, tante Rebecca, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas quoi faire. Ne t'inquiète pas, Molly. Retourne à la maison demain matin pour prendre le reste de tes affaires. Je te rejoindrai là-bas. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire par là, mais quelque chose dans le ton de sa voix m'a fait sentir que peut-être, juste peut-être, tout n'était pas complètement sans espoir. Le lendemain matin, j'ai conduit ma vieille Honda Civic jusqu'à la maison où j'avais vécu depuis ma naissance.
Celle avec les marches du Porsche qui tanguaient et le nichoir tordu que papa et moi avions construit ensemble quand j'avais 12 ans. Je me souvenais qu'on s'était tous les deux couverts de peinture bleu vif ce jour-là. Mais quand je suis arrivé dans l'allée, quelque chose était très, très différent. 5 Cadillac Escalade noirs étaient garés le long du trottoir, comme si nous tournions une sorte de raid du FBI. 2 hommes en costume sombre se tenaient près de notre porte d'entrée. L'un vérifiait constamment son Apple Watch. L'autre se tenait si immobile que je devais le regarder cligner des yeux juste pour m'assurer qu'il était bien humain. Mon cœur s'est mis à marteler contre mes côtes. Est-ce que Linda avait appelé une sorte de société de sécurité pour m'empêcher d'entrer dans ma propre maison? Je suis sorti de ma voiture, les épaules tendues, et j'ai sonné à la porte comme si je rendais visite à des étrangers. La porte s'est ouverte et Linda était là, pâle comme un fantôme et aussi stable qu'un château de cartes dans une tempête. « Oh, Molly, tu es là », dit-elle, sa voix soudainement dégoulinante d'une fausse douceur. « J'allais justement t'appeler, ma chérie. Ma chérie. » J'ai failli éclater de rire. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» ai-je demandé. « Je suis juste venu chercher le reste de mes affaires. » Avant que Linda puisse répondre, tante Rebecca est apparue dans l'encadrement de la porte derrière elle, portant des talons hauts qui claquaient sur le parquet et un tailleur pantalon anthracite qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Elle tenait un épais dossier cartonné. « Timing parfait », dit tante Rebecca avec un sourire à fendre des diamants. « Entrez toutes les deux. Mon équipe juridique est déjà installée dans le salon. N'est-ce pas, Linda ?» Je les ai suivies à l'intérieur, complètement confuses, tandis que Linda traînait derrière nous, l'air de vouloir soit crier, soit vomir. Peut-être les deux. Dans le salon, 2 avocats étaient assis à notre table de salle à manger. Un homme plus âgé, d'un calme olympien, lisait une pile de papiers à l'aspect officiel. L'autre, plus jeune, feuilletait des documents juridiques comme s'il avait fait ça 1000 fois. « C'est absolument ridicule », cracha Linda, faisant les 100 pas, « vous ne pouvez pas débarquer ici et… » Tante Rebecca a levé une main. « Assieds-toi », ordonna-t-elle. « Arrête de parler, Linda. Ne compliquons pas les choses plus que nécessaire. » Linda s'assit à peine. Je planais près de la porte, anxieuse et confuse, essayant de donner un sens à cette pièce pleine de costumes et de tension. « Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé doucement. Tante Rebecca se tourna vers moi, son expression s'adoucissant comme si elle regardait une enfant effrayée au lieu d'une jeune femme de 19 ans. « Ton père n'a jamais mis Linda sur l'acte de propriété, ma chérie. Il a placé cette maison et tous les biens dans un trust. À ton nom, Molly. Il l'a mise en place juste après ton 18e anniversaire, a poursuivi tante Rebecca. Il ne voulait simplement pas que Linda le sache. Mais il n'a jamais eu la chance de te l'expliquer parce que… » Sa voix se cassa légèrement, parce qu'il n'était pas censé nous quitter si soudainement. C'était quelque chose qu'il prévoyait de te dire bien plus tard dans la vie, ma puce. Tu veux dire, que la maison est en fait à moi, ai-je murmuré. Je me suis souvenu de ma fête d'anniversaire pour mes 18 ans l'année dernière. Papa m'avait regardé avec une telle fierté quand je lui avais dit que je prenais une année sabbatique pour réfléchir. Il avait souri et dit qu'il comprenait, que je devais prendre mon temps. Je n'avais aucune idée qu'il planifiait mon avenir, un avenir dont il savait, d'une manière ou d'une autre, qu'il pourrait ne pas l'inclure. Tante Rebecca ne s'était souvenue du trust que lorsque Linda avait commencé à manigancer, et elle savait qu'elle devait agir vite. « C'est impossible », dit Linda avec un rire rauque. Michael n'aurait jamais fait une chose pareille sans me le dire. Un des avocats fit glisser un dossier sur la table vers elle. « Ceci est une copie certifiée conforme des documents du trust, madame, dit-il calmement. Vous étiez autorisée à vivre ici temporairement selon les termes du trust, mais maintenant que la bénéficiaire a atteint sa majorité et a demandé votre expulsion, vous n'avez plus aucun droit légal de rester sur la propriété. Vous ne pouvez pas me mettre dehors comme ça, balbutia Linda. Vous avez exactement 1 heure pour rassembler vos effets personnels. Ajouta le jeune avocat. Après cela, tout ce qui restera sera considéré comme une propriété abandonnée. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. L'air dans la pièce était épais et électrique de tension. La maison où j'avais appris à faire du vélo, où papa m'avait appris à faire ses fameuses côtes levées au barbecue, où j'avais pleuré mon premier chagrin d'amour, c'était la mienne. Ce n'est pas fini, dit Linda en se levant, tremblante. Un des avocats lui tendit une liste. Vêtements et articles de toilette personnelle uniquement, rien d'autre.
Un homme en costume noir se posta près de l'escalier, les bras croisés, observant tout. Qui sont tous ces gens et pourquoi y a-t-il 5 escalades dehors, ai-je murmuré à tante Rebecca. Elle leva à peine les yeux de ses papiers. Sécurité privée, dit-elle d'un ton neutre. Mon associé est propriétaire de l'entreprise. Je ne faisais pas confiance à Linda pour partir tranquillement. Bien joué. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Linda parte sans faire d'histoire. Linda est montée à l'étage en tapant du pied, marmonnant dans sa barbe comme une adolescente en colère. L'horloge tourne, lui a crié tante Rebecca. Linda a mis 53 minutes pour redescendre, traînant 2 valises surdimensionnées derrière elle comme si elles pesaient 1000 kilos chacune. Son visage était rouge et marbré. Sa bouche était pincée en une ligne fine, mais ses yeux étaient limpides. Pas de larmes qu'elle aurait eu le droit de verser. Elle s'est arrêtée à la porte d'entrée comme si elle avait quelque chose d'important à dire. Peut-être des excuses, peut-être une dernière insulte pour se sentir mieux. Mais elle n'a rien dit. Elle a juste secoué la tête, baissé les yeux et est sortie dans le soleil éclatant du Colorado comme un fantôme. L'un des escalades noires la suivit lentement sur Maple Street jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Je suis resté dans l'embrasure de la porte, la regardant partir, puis je suis allé directement dans la cuisine où papa avait l'habitude de faire ses omelettes du week-end. Tante Rebecca se déplaçait tranquillement dans la cuisine, versant 2 verres de thé glacé. Elle m'en a tendu un sans dire un mot, et nous nous sommes assises à la même table où je faisais mes devoirs de maths pendant que papa remuait son chili sur le feu ou essayait de recréer la fameuse recette d'enchilada de maman. « Ça va, ma chérie ?» a demandé tante Rebecca. J'ai hoché la tête, mais honnêtement, c'était plus un réflexe musculaire que la vérité. Je crois, oui, ai-je dit. Nous sommes restés assises dans un silence confortable. Le réfrigérateur bourdonnait doucement. Dehors, un cardinal a chanté et a obtenu une réponse de quelque part dans la rue. « Tu sais, ta mère me manque vraiment, Molly, dit-elle soudainement. Surtout son pain aux pommes et à la cannelle. J'en ai envie depuis des mois. Je suis nul en pâtisserie, mais je pense qu'on devrait essayer d'en faire. » J'ai souri pour la première fois depuis des semaines. On peut tout à fait faire ça. Papa a gardé toutes les recettes de maman dans cette vieille boîte en bois près de la machine à café. Nous avons trouvé la collection de recettes de maman et avons commencé à cuisiner. Je l'ai toujours détesté, dit tante Rebecca sans crier gare. Je sais que ça semble dur, Molly, mais c'est la vérité. Linda, il y avait juste quelque chose chez elle qui ne m'a jamais plu, dès le premier jour. Elle a essayé de réorganiser ma cuisine la première fois qu'elle est venue pour le dîner de Thanksgiving. Mais ton père, je suppose qu'il voyait quelque chose en elle que nous ne voyons pas. Ou peut-être qu'il ne voulait pas voir ce que nous voyons. J'ai mélangé la cannelle dans la pâte et j'ai hoché la tête lentement. Je comprends, ai-je dit. Pourquoi papa ne m'a pas parlé du trust? Parce qu'il savait que Linda essaierait de manipuler la situation si elle le découvrait. Et honnêtement, ma chérie, je pense que ton père croyait qu'il avait plus de temps avec toi, a poursuivi tante Rebecca en mesurant la farine. Sa crise cardiaque est arrivée de nulle part et l'a privé de cette conversation. Il m'a fait confiance pour protéger ce qui était déjà à toi le moment venu. J'ai hoché la tête, sentant le poids de la compréhension s'installer en moi. J'aurais dû intervenir dès que Linda a commencé ses manigances après les funérailles. Mais je faisais mon deuil aussi, ma chérie. J'ai été paralysé alors que j'aurais dû agir. Merci, ai-je murmuré en hachant des noix pour le pain. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé ma maison. Tante Rebecca s'est penchée et m'a serré la main. Tu n'allais jamais rester à terre bien longtemps, Molly. Tu portes le nom de ton arrière-grand-mère, Margaret. Tu es l'arrière-petite-fille de la femme qui a construit sa propre maison pendant la dépression et qui n'a jamais toléré les absurdités de personne. Après avoir glissé le pain au four, nous avons attendu sur le porche arrière, respirant l'odeur de la recette de maman qui remplissait à nouveau la maison. Ce n'était pas tout à fait aussi parfait que celui que maman faisait, mais cela nous a apporté le réconfort dont nous avions désespérément besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi dans ma vieille chambre pour la première fois depuis des jours. Je n'ai pas tout déballé tout de suite. Les murs avaient encore de minuscules trous laissés par des posters que j'avais enlevés des années auparavant, et les coins sentaient légèrement la bougie à la vanille et les vieux livres. J'ai ouvert mon placard, m'attendant à moitié à ce qu'il soit vide. Mais elle était là. Une boîte de rangement en plastique remplie de souvenirs d'enfance que papa n'avait jamais laissé Linda jeter. J'ai erré dans la maison pieds nus, chaque lame de parquet grinçante m'accueillant comme une vieille amie.
Dans le couloir, j'ai passé mes doigts sur l'interrupteur que papa avait étiqueté de son écriture désordonnée, porche avant, cuisine, salon. Dans sa chambre. Sa chambre, maintenant. J'ai hésité devant la porte. Elle s'est ouverte silencieusement alors que j'entrais. Son placard était encore plein. Des chemises en flanelle, des sweats à capuche usée, et la veste en jean qu'il portait chaque automne. J'ai pressé mon visage contre elle sans réfléchir. Elle sentait encore son eau de Cologne, le café, les samedis matins où il fredonnait en préparant le petit déjeuner. Je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, à le respirer. Plus tard, je me suis assise en tailleur sur le sol de ma chambre avec ma guitare sur les genoux. La chanson que j'écrivais depuis les funérailles m'est revenue lentement, comme un réflexe musculaire. Elle n'était pas parfaite, moi non plus. Mais le silence dans la maison semblait différent maintenant. 3 mois plus tard, je suis assise sur les marches du Porsche que papa et moi n'avons jamais eu le temps de réparer, buvant du café dans sa tasse préférée des Denver Broncos, regardant le lever du soleil peindre notre rue en or. La maison ressemble à nouveau à un foyer. J'ai gardé la plupart des affaires de papa exactement là où il les avait laissées. Ses lunettes de lecture sur le comptoir de la cuisine. Son exemplaire taché de café du Denver Post toujours plié près de sa chaise. Même son chapeau de pêche porte-bonheur accroché près de la porte arrière. Non pas parce que je suis coincé dans le passé, mais parce que ces petits morceaux de lui rendent la maison chaleureuse au lieu de vide. Finalement, je n'ai pas pris cette année sabbatique. Il s'avère qu'hériter d'une maison à 19 ans s'accompagne de responsabilités que je n'avais jamais envisagées. Taxes foncières, factures de services publics, frais d'entretien. Je me suis donc inscrite à l'Université d'État du Colorado pour le semestre de printemps, avec une spécialisation en administration des affaires. Ça aurait bien fait rire papa, considérant qu'il disait toujours que j'avais la bosse des maths. Je travaille à temps partiel dans un café local du centre-ville et, entre mon travail et l'aide financière, j'arrive à tout maintenir à flot. Ce n'est pas facile, mais c'est à moi, et ça fait toute la différence. Tante Rebecca passe tous les dimanches pour ce que nous appelons nos « aventures de recettes ». C'est-à-dire nous qui tentons de recréer la cuisine de maman avec plus ou moins de succès. La semaine dernière, nous avons essayé son fameux mac and cheese au piment vert. C'était, disons simplement que nous avons commandé une pizza après. J'ai appris par ma voisine, Madame Patterson, que Linda a déménagé à Phoenix pour vivre avec sa sœur. Apparemment, elle a essayé de contester le trust, mais son avocat lui a dit qu'elle n'avait aucune chance. Parfois, je me demande si elle pense à papa, ou si elle le voyait simplement comme un moyen d'arriver à ses fins. Je ne la déteste plus. Honnêtement, j'ai surtout de la peine pour elle. Elle a eu la chance de faire partie de quelque chose de vrai, et elle a choisi de me voir comme une concurrente au lieu d'un membre de la famille. Sarah vient toujours tous les vendredis pour des soirées cinéma. On fait du popcorn, on regarde de vieilles comédies, et parfois on parle de papa, parfois non. C'est ça, le deuil. Il ne suit ni calendrier, ni règle. Certains jours sont plus durs que d'autres, mais les bons jours commencent à être plus nombreux que les jours difficiles. Hier, j'ai finalement sorti la veste des Yankees de papa du placard et je l'ai portée pour aller à l'épicerie. Elle sent comme lui et me va parfaitement. Je pense qu'il aurait aimé ça. La maison n'est plus seulement un endroit dont j'ai hérité. C'est chez moi. Mon chez moi. Et je suis exactement là où je suis censé être.